Maintenant, à partir de là, on voudrait savoir comment ces concepts de neurosciences et de neurodiversité, elles nous aident à mieux comprendre les enfants neuroatypiques auxquels on peut faire face au quotidien. La première chose qu'on va aborder, c'est les difficultés. Parce que bien sûr, même si la neurodiversité explique que les problèmes qui sont rencontrés ne sont pas des troubles intrinsèques à l'enfant, il y a quand même des grandes difficultés qui peuvent se poser. Donc les difficultés, premièrement, les neurosciences nous aident à les normaliser. Donc quand on dit normaliser, je veux dire en fait rendre les difficultés naturelles aux yeux des enfants eux-mêmes, aux yeux des autres, éviter d'avoir des situations où un enfant qui se trouve en difficulté ou en détresse se sent également isolé ou incompris. Donc c'est pour ça qu'on veut développer cette normalisation des difficultés. En premier lieu, au niveau des enfants neuroatypiques, on a des difficultés d'intégration de l'information. Donc les informations complexes, par exemple dans le milieu scolaire, le cerveau va avoir du mal à les attraper et à les intégrer comme quelque chose de cohérent. Ça arrive aussi au niveau de l'intégration multisensorielle. Donc au niveau de nos 5 sens, les élèves, les enfants neuroatypiques, souvent ont des problèmes à, par exemple, suivre un support visuel et écouter des instructions en même temps. L'intégration ne se fait pas de la même façon que pour les enfants neurotypiques qui se développent normalement. Et la dernière chose qui rentre en compte, c'est la régulation émotionnelle. Donc, pareil, des difficultés à réguler les émotions très fortes. On peut avoir des effets de yo-yo un peu entre les émotions. Et chez les enfants TDAH, on a même des études qui montrent que plus de 50% des enfants avec un TDAH ont des difficultés de régulation émotionnelle et ont des problèmes particuliers d'intégration multisensorielle. Donc ça, c'est les difficultés qu'on va chercher à normaliser finalement. La normalisation, elle permet de créer du sens. Donc pour les enfants qui ont une expérience stressante, le fait de créer du sens, ça leur permet déjà de calmer un peu la situation. Ça permet de créer une cohérence collective où les enfants ne se sentent pas seuls face à leurs problèmes. Et ça permet aussi une meilleure organisation des activités mentales. Si on sait qu'une certaine difficulté va se présenter et qu'on l'a normalisée, on peut mieux organiser notre réponse. Donc ça, c'est la première étape, normaliser les difficultés. La deuxième étape, ça va être d'adapter l'approche pédagogique et l'environnement. Donc, au niveau des neurosciences, on a plusieurs processus cognitifs qui sont concernés. On a la reconnaissance faciale, donc la partie verte, vous avez la reconnaissance faciale ici, le traitement des stimulations, l'attention, la coordination qui se trouve dans le cervelet, la vision également dans le lobe occipital est affectée. Et tout ce qui est concentration et planification, c'est dans le lobe préfrontal, et c'est aussi des processus cognitifs. On voit au niveau des images en neurosciences une différence très claire chez les enfants neuroatypiques. On a cependant des adaptations possibles. Donc en sachant ça, on sait qu'on peut s'adapter aux besoins différents. Des exemples, on va ensuite aller plus en détail, mais des exemples, c'est offrir des choix précis aux enfants, offrir une modélisation active, donc c'est-à-dire faire devant eux de façon répétée les actions ou les tâches qu'on aimerait qu'ils arrivent à effectuer, et donner un mode d'instruction clair et direct pour ne pas surcharger le système cognitif. Donc ça, c'est notre deuxième étape. Au niveau des difficultés, les neurosciences nous aident à savoir comment adapter les actions pédagogiques, l'environnement, et nous donne un point de départ, nous donne des marqueurs de stress neurologique qu'on peut ensuite analyser pour pouvoir évaluer l'efficacité de nos interventions et des adaptations de nos méthodes. Et en troisième lieu, les difficultés, c'est bien de savoir les traiter quand elles arrivent, mais c'est mieux de savoir les anticiper. Donc l'idée, c'est aussi d'utiliser le concept de la neurodiversité pour anticiper les besoins particuliers avant les situations de crise. Donc par exemple, chez les enfants autistes, on peut avoir des crises d'effondrement, des meltdowns, ou de renfermement, shutdown,
qui sont souvent liées à une grande surcharge émotionnelle ou une grande surcharge sensorielle. Donc on a pour l'instant assez peu d'études neuroscientifiques sur le sujet, parce que c'est quand même assez difficile de coordonner, de pouvoir avoir des images cérébrales de quelqu'un qui est en crise. C'est quelque chose qui est difficile à faire. Mais on sait de la part des personnes autistes que l'effondrement et le renfermement, ça peut aussi affecter leur capacité de concentration, leur capacité d'attention. C'est vraiment des épisodes de crise qui sont le symptôme d'une surcharge au niveau cognitif et qui ont des conséquences vraiment dévastatrices parfois chez les enfants notamment parce qu'ils savent encore moins que les adultes en général gérer leurs émotions et communiquer leurs émotions, donc ils peuvent très vite tomber dans ce genre de crise. Les neurosciences et la neurodiversité, dans ce cas-là, peuvent nous aider à comprendre le vécu subjectif neuroatypique. Donc comme j'ai mentionné, l'approche pathologique, elle va voir une crise et elle va se dire que voilà, la crise, c'est le problème et on doit gérer la crise. Mais dans le cas de la neurodiversité, on va essayer de dézoomer un petit peu et de comprendre le contexte, le vécu subjectif des personnes en situation de crise. Et on peut aussi étudier le système nerveux en globalité. Donc c'est là où, par exemple, c'est assez intéressant au niveau des neurodivergences et des neuroatypies. On a détecté une comorbidité très élevée, par exemple, avec les problèmes gastro-intestinaux. Donc c'est quelque chose qu'on sait parce qu'on a fait des études sur le système nerveux complet, ce qui inclut le système digestif, les nerfs du système digestif. Et donc d'avoir ces connaissances-là, ça peut nous permettre de dépister des problèmes de santé. Et on a aussi des études qui montrent que lorsqu'on fait quelque chose au niveau de ces problèmes de santé, par exemple les problèmes gastro-intestinaux chez les personnes autistes, on a une nette amélioration du comportement. Souvent les enfants autistes ne vont pas savoir communiquer par eux-mêmes l'inconfort qu'ils ressentent. Et du coup, c'est pour ça, c'est très intéressant de savoir les enfants neuroatypiques, on peut les dépister et les problèmes de comportement peuvent venir d'un problème physique. Et ça nous permet, donc, comme j'ai dit, de comprendre les crises et de connaître la diversité des difficultés neuroatypiques. Si on connaît la diversité des difficultés neuroatypiques qui peuvent se présenter, on est tout simplement mieux préparé et on peut réagir plus vite et de manière plus efficace. Voilà, donc tout ça, c'était pour adresser tout ce qui est difficulté. Maintenant, on va voir les capacités des enfants neuroatypiques. Donc on va apprendre à les connaître, on va apprendre à découvrir les capacités uniques de chacun et de chacune. Les enfants neuroatypiques ont des forces et des capacités développées qui compensent leurs difficultés. Donc c'est un phénomène qu'on voit beaucoup, on peut observer à différents niveaux. On a un trouble cognitif, quelque chose qui pose problème, mais si on cherche bien, en fait, on va trouver que les enfants neuroatypiques ont des forces qui vont leur permettre de compenser et d'arriver à un niveau de fonctionnement, au final, assez classique. Donc il y a plusieurs choses. Par exemple, on peut citer chez les enfants TDAH, on peut citer la flexibilité, le dynamisme, la pensée divergente et créative. Chez les enfants autistes, on peut avoir une très grande capacité de concentration, de mémorisation et c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément avec l'autisme puisque ça a été lié à des troubles socio-émotionnels, mais les enfants neuroatypiques ont aussi souvent une plus grande capacité d'empathie et de connexion avec les autres que certains enfants neurotypiques. Voilà, donc tout ça, c'est des forces à découvrir. On peut aussi garder en tête, donc ça aussi on va en reparler, le phénomène de compensation. Et il faut savoir voilà, que ces enfants neuroatypiques ont beaucoup de compétences qui au final sont sous-estimées de par l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ça c'est notre première étape pour les capacités, simplement les découvrir. Après, on va essayer d'encourager la poursuite d'intérêts bénéfiques. Donc si on connaît les forces cognitives en place, ça nous permet de faire deux choses. Ça nous permet d'orienter les enfants vers des activités adaptées, donc des activités qui vont pouvoir développer encore plus leurs capacités qui sont déjà présentes. Et on va pouvoir s'appuyer sur les capacités compensatrices lorsqu'ils ont un problème. Donc un enfant qui rencontre un problème,
On peut, grâce à la connaissance de la neurodiversité et des forces cognitives qui se contrebalancent l'une entre elles, on peut arriver à prendre appui sur ces capacités compensatrices pour aider aux difficultés. On a aussi différents profils qui ont différents rythmes de l'attention. Donc ça aussi, pour encourager les enfants, on peut utiliser ce genre de connaissances. Donc, par exemple, pour le TDAH, les rythmes de l'attention ont tendance à être plus rapides et ils ont tendance à avoir des comportements d'exploration au travers de l'attention. Donc c'est ce qu'on va classiquement, on va dire, en termes pathologiques, appeler l'inattentivité. Mais en fait, on se rend compte qu'au niveau neurologique, c'est une exploration. Les enfants TDAH ne sont pas forcément inattentifs, mais ils explorent le monde de façon rapide au travers de leur attention. Donc ça provoque des changements de rythme fréquents et ça peut être utile pour encourager des intérêts ou des activités qui respectent ces rythmes-là. Au niveau de l'autisme, pour prendre un autre exemple, c'est un petit peu différent. Les capacités d'attention sont souvent plus soutenues pour une plus grande période de temps et plus intenses. Et les personnes autistes ont tendance à avoir une grande persévérance et un sens du perfectionnisme. Encore une fois, ça peut nous aider à orienter les enfants vers des activités qui vont être bénéfiques ou des activités qui vont les mettre en confiance et les aider à développer ce pourquoi tout simplement ils sont forts. Et la dernière étape, donc les capacités, on les a découvertes, on sait les encourager. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est créer des facteurs d'épanouissement. Donc là, il y a un concept que j'aimerais expliquer. Il y a quelques années, quelques dizaines d'années, on avait un modèle que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est l'ancien modèle, on va dire, qui expliquait les différences entre certains individus. Donc pareil, très similaire au modèle pathologique, on a cette idée des individus résilients. Donc dans notre cas, dans ce contexte-là, ça serait les individus typiques qui se développent normalement. Et on voit que si leur environnement est négatif, bon, ils s'en sortent quand même. Si leur environnement est positif, ils s'en sortent aussi. C'est des individus stables. Et on pensait auparavant que les individus vulnérables, par exemple neuroatypiques, ont des conséquences très négatives dans un environnement négatif et ensuite rattrapent, on va dire, entre guillemets, les personnes résilientes et arrivent à un plateau. On s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas le cas. Donc, il y a bien un individu type fixé et résilient qui va rester plus ou moins au même niveau de compétences, de capacités, quel que soit son environnement. Mais il est très important de savoir que les individus sensibles, donc par exemple neuroatypiques, vont effectivement avoir de grandes difficultés dans un environnement négatif, mais de grandes facilités aussi dans un environnement positif. Donc ils peuvent aussi, en termes de compétences ou en termes de performance, ils peuvent surpasser les individus qui sont plus résilients parce qu'ils sont tout simplement plus sensibles au négatif, oui, mais aussi au positif. Donc en utilisant ces connaissances-là, ça nous permet de participer à la prise de conscience des atouts neuroatypiques dans nos endroits respectifs, là où on travaille, là où on est en contact avec des enfants, avec des professionnels. Ça nous aide à orienter l'enfant de façon éducative et professionnelle, donc savoir quel genre de carrière, par exemple, va correspondre à tel ou tel profil cognitif. Et ça nous permet de favoriser l'intégration socio-émotionnelle à long terme. Voilà, donc ce qui est le plus important à retenir, c'est vraiment l'importance de ces contextes positifs qui ont une influence très très grande sur les enfants neuroatypiques plus que sur les enfants neurotypiques et de créer tous ces facteurs de satisfaction à long terme.